Les films de science-fiction américains des années 50 sont réputés pour leur anticommunisme assez fréquent et parfois il est subtil, parfois il est énorme. Mais de tous les films de science-fiction que moi j'ai vus, il y en a, je pense, aucun qui est aussi peu subtil et aussi énorme de son anticommunisme que Red Planet Mars. C'est notre film d'aujourd'hui au projet science-fiction où je regarde tous les films de science-fiction de l'époque classique, c'est-à-dire avant 1991. Et comme toujours, je cherche à trouver pour chacun de ces films-là au moins une qualité. Et je réfléchis à au moins une question que je trouve intéressante. J'utilise un peu les films comme piste de réflexion pour moi-même. Et voilà. Donc, puis je commence toujours par la même question. Pourquoi c'est bon? Mais avant, non, c'est pas vrai. Je commence par vous raconter de quoi ça parle le film. Alors, Red Planet Mars, c'est assez simple. On a un inventeur qui est un bon père de famille américain et il invente une machine qui est censée communiquer avec Mars pour voir s'il y a des gens qui restent sur Mars. Et ce qu'on découvre, c'est que, c'est ça, il envoie des messages et éventuellement, on lui répond de Mars. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces messages-là sont diffusés à la population et ça mène essentiellement à l'effondrement de la société occidentale. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en même temps, il y a un autre inventeur dans une montagne quelque part. Et lui, il est forcé de travailler pour les communistes, qui sont vraiment très méchants. Et lui aussi reçoit et intercepte donc ces messages de Mars. Et ce qui finit par arriver, c'est que la civilisation russe aussi s'effondre. En tout cas, l'Empire soviétique s'effondre. Puis comme on va le voir, c'est vraiment là où est-ce que idéologiquement, c'est vous allez voir. Hein. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, écoutez, je vais vous vendre tous les punchs tout de suite parce que je vous recommande de ne pas l'écouter. Honnêtement, là. C'est-à-dire que c'est mieux d'être prévenu à l'avance avant de regarder le film parce que c'est complètement délirant, là. C'est ça, honnêtement, c'est pratiquement l'intérêt du film, à quel point c'est délirant. Bon. Mais... le punch, c'est que cet inventeur-là, en fait, c'est lui qui envoie les messages parce que, bon, il est frustré pour une affaire, là, je vous épargne les détails, mais a priori, c'est pas vrai que les messages viennent de Mars, mais en fait, on apprend à la fin que non, c'est vrai, tu sais. Ce qui compte, c'est ça, c'est que c'est ces messages-là qu'on reçoit. Puis on va y revenir dans un instant, mais pour tout de suite, qu'est-ce qui est bon? Pourquoi c'est bon? C'est ça. Ici, on a un film qui est vraiment pas bon, mais... c'est-à-dire qu'on a un film qui n'est pas écoutable à beaucoup de points de vue, mais qui a deux côtés qui sont super bons, qui est les décors sont super beaux, puis les acteurs sont bons. Ah! Donc, pourquoi c'est bon? C'est ça, à cause des acteurs, puis à cause de la direction photo, puis jusqu'à un certain point, les décors, puis tout ça. J'ai eu en tête, en regardant le film, The Twonky, qui est un film de Arch Oboler, qui est un autre film de la même époque. C'est un film de propagande, pas anticommuniste, mais anti-télévision. Que j'ai vu il y a une couple d'années, puis qui lui a le même niveau pas d'exagération, mais de non-subtilité, là, le même niveau de manichéisme total. Puis c'est pas parce que la télévision c'est bien, mais c'est juste que, tu sais, il y a une manière plus que grosse et énorme d'exprimer cette idée-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Archibald, The Twonky, il y a le même niveau de délire idéologique, mais il n'y a pas le même niveau de compétence au niveau de la production, là, au niveau donc des acteurs, puis de la direction photo. Puis c'est là qu'on voit vraiment à quel point ça paraît quand tu as des gens compétents qui travaillent sur un film. Puis à quel point, même quand tu as un message un peu douteux, c'est ça, quand tu as des gens compétents qui le livrent avec conviction, ça aide quand même.
Ça pour dire que là-dedans, bon, j'ai oublié en vérité de noter, je voulais noter le nom de l'actrice, mais l'acteur le plus connu là-dedans, c'est Peter Graves, qu'on voit beaucoup dans les films de science-fiction de l'époque. Puis qu'on a surtout connu parce qu'il faisait le rôle principal, un des rôles les plus importants dans Mission Impossible. Il est connu pour Mission Impossible, surtout. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en vérité, il est très bon, Peter Graves. Il est bon pour un... C'est ça, il y a un type de jeu un peu acteur de télé classique, mais il y a quelque chose. C'est pas pour rien là, qu'il a pogné, en fait. Puis, c'est le genre d'acteur que tu es tout le temps content quand tu le vois. Puis, il est tout le temps bon dans ce qu'il fait. Puis, certainement, il est bon là-dedans. Il y a beaucoup de conviction, beaucoup de candeur, d'une manière. Là. Bon, fait que moi, Peter Graves, c'est ça, il est bon là-dedans. Encore une fois, c'est bon, il y a les... ce qui m'a fait donner le goût d'écouter le film quand j'étais petit, c'est que j'avais vu une photo, puis sur la photo, tu le vois qu'il y a un accessoire, là, je pense que une des machines qu'ils utilisent pour parler avec Mars. C'est un genre de design assez simple, mais... Ici Christian Moltet, directement du futur. Eh bien, je traverse le temps et l'espace pour faire part d'une correction intrigante. J'ai regardé l'accessoire dont je viens de parler, là, dans la vidéo que vous regardez à l'instant, l'accessoire de communication dans Red Planet Mars, et puis il n'a jamais existé cet accessoire-là, il n'est pas dans le film. Le communicateur qui fait des bulles dans Robot Monster, ça existe, c'est vrai, mais ce que je pensais que j'avais vu, c'est une carte avec un rond, avec une cible dedans, puis ils se servent de ça parce que c'est cool, là, ça leur fait quelque chose à regarder, puis la caméra filme au travers, puis ça demeure tout aussi visuellement impressionnant, mais ce que je pensais que j'avais vu, puis c'est vraiment fascinant quand on y pense, ce qui est arrivé en fait, c'est que j'ai écouté Aelita Queen of Mars, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. J'ai écouté ça la semaine dernière, puis là-dedans il y a un design futuriste là, avec des ronds, puis voilà, puis des genres de cercles concentriques, des trucs comme ça. Puis quand j'ai réfléchi, quand j'ai fouillé dans ma mémoire le souvenir de l'image de Red Planet Mars, l'image, comme je mentionnais, que j'ai vu des centaines de fois, si ça se trouve, je l'ai vu que j'avais ça dans un livre quand j'étais petit, puis ce livre-là, je l'ai regardé des tonnes de fois, ça fait que je la connais, cette image-là. Mais quand mon cerveau est allé fouiller l'image, peut-être parce que je lui ai demandé une image du communicateur, il a mélangé cette cible-là dans Red Planet Mars avec le design de Aelita Queen of Mars. Puis il a superposé les deux, il les a concaténés, il les a mélangés dans son malaxeur. Puis il m'a sorti ça, puis il m'a dit tiens, voilà ton image que tu voulais avoir de Red Planet Mars du communicateur. Puis moi, ben oui, mon cerveau m'a envoyé ça, je lui ai fait confiance. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que on dit, parce que ça confirme d'après moi quelque chose que j'ai déjà vu, qui est notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et les vrais souvenirs. Il la fait pas. Pour lui, c'est tout pareil. Puis clairement ici, c'est ça, j'y ai demandé de m'envoyer un souvenir, puis un souvenir réel, puis il a créé le souvenir qu'il pensait que je voulais avoir. Bon, fait que... comme quoi, il faut être prudent. Comme quoi, on prend vraiment beaucoup de choses pour acquis par rapport à notre expérience sur Terre. Voilà. Donc, retour à votre programmation régulière.
Ce qui m'avait donné le goût d'écouter le film quand j'étais petit, c'est que j'avais vu une photo, puis sur la photo, tu le vois qu'il y a un accessoire, là, je pense que une des machines qu'ils utilisent pour parler avec Mars. C'est un genre de design assez simple, mais c'est hyper efficace. Mais encore une fois, on voit l'importance des petits détails qu'on prend pour acquis dans une production, mais qui... c'est un accessoire qu'on remarque juste parce qu'on remarque à peine, mais ce qu'on remarque, c'est c'est cool cette affaire-là. T'sais. Puis souvent dans ces films-là, je pense dans Robot Monster, qui est réputé comme étant un des pires films de tous les temps, non sans raison, honnêtement. C'est ça, il y a une machine, il y a un envahisseur extraterrestre qui communique avec sa planète, puis sa machine, elle fait des bulles, carrément. Bon, cette affaire-là dans Robot Monster, ça nuit au film. Ici, le design est simple, mais très efficace, puis ça rehausse le film. Quand tu vois le truc, ça c'est cool. Fait que, c'est ça, il y a assez de ces petits détails-là dans le film pour que, au niveau strictement cinématographique, ça marche plutôt bien. Puis c'est loin d'être toujours le cas dans ces films-là. Puis vu que j'en écoute beaucoup de ces temps-ci, là, je remarque vraiment à quel point... Non, celui-là, la production était pas mal meilleure qu'on était en droit de s'attendre. Est-ce que j'ai noté d'autres choses qui étaient cool? Il y a 2 autres affaires que j'ai trouvées qui étaient pas mal. Il y a un suspense qui est créé par le film parce qu'à toutes les fois qu'ils reçoivent un message de Mars, il y a une révélation, il y a comme une nouvelle information, puis à chaque nouvelle information, ça a un effet drastique et dramatique là, sur la société, qui mène éventuellement plus ou moins à son effondrement. Quoique, rassurez-vous, la société communiste s'effondre, mais la société américaine, elle, tout revient là, comme on veut. Encore une fois, on y revient dans un instant. Mais non, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais l'idée qu'il y a cette accumulation-là de révélations, puis ça fait que vers la fin, on attend un nouveau message, là, puis on se demande vraiment, qu'est-ce qui va sortir cette fois-là, parce qu'il y a une escalade, forcément, une escalation là, dans les messages. Fait que je me suis surpris à me dire, coudonc, je suis anxieux de savoir c'est quoi le nouveau message. Je suis curieux de savoir c'est quoi. Fait que ça marche, ça. Encore une fois, signe de compétence, en quelque part. Là, quelqu'un qui a bien fait sa job. Là, plusieurs personnes qui ont bien fait leur job. Puis, dernière affaire, c'est ça, quand ils cherchent à rentrer en contact avec les Martiens, il y a un petit détail que j'ai trouvé qui était très bien trouvé, qui est... ils cherchent à prouver... Il envoie les premiers chiffres de pi. Il envoie 3.1416. OK? Puis un peu comme le message sur Voyager, là, avec des trucs mathématiques puis tout ça. J'imagine que l'idée, c'est, ils vont voir qu'on est intelligent, puis ils vont nous répondre quelque chose en retour. Mais au début, les réponses tardent, évidemment. Puis il y en a un qui a l'idée de dire, OK, envoyons les premiers chiffres de pi, mais sans les arrondir. Envoyons 3.1415 plutôt que 3.1416. Puis attendons de voir s'ils vont compléter la série, d'autant plus que pi, évidemment, comme vous savez peut-être, ça finit pas. Pi, c'est un chiffre infini, là. Il y a un nom mathématique pour ça. Ça va me revenir peut-être. Mais ça pour dire qu'ils attendent un petit bout, puis éventuellement, 3.1415, 9, 2, 7, 5, 3, 5, etc. Bon, puis... ça marche. Puis ce détail-là, j'ai trouvé ça intelligent. J'ai dit, c'est une bonne idée, ça. Si jamais j'ai besoin de communiquer avec Mars, avec ma radio, mon CB, je saurais quoi faire pour prouver qu'ils sont intelligents. J'ai aimé ce détail-là. Fait que ça, c'est pour la colonne qu'est-ce qui est bon. Pourquoi c'est bon? C'est pour ces détails-là. Pour la compétence, la production. Mais... maintenant, en passant de l'autre côté. Pourquoi c'est délirant, en fait? C'est délirant parce que... non seulement les communistes sont... Tu sais, quand on imagine une caricature de méchants russes dans un film, c'est à ça qu'on pense.
C'est exactement comme ils sont dans ce film-là. Nous allons en tuer 30 millions, cela leur donnera une leçon. Là. Il y a des répliques comme ça. Puis ça fait passer Invasion USA de Chuck Norris pour un commentaire subtil. Okay. C'est... Les Russes sont... C'est ça, c'est bon. Mais le plus caricatural, il n'est pas là. Parce que le cœur du film... j'ai parlé dans l'autre jour, quand on parlait du cinquième pouvoir, j'ai parlé du côté religieux du film. Ben, imaginez-vous donc que dans ce film-là, on découvre que c'est Jésus qui envoie les messages. Faut quand même le faire, là. Alors, pour être plus précis, ils reçoivent des messages qui disent, nous avons établi la paix et l'amour universel sur notre planète. Puis, ils commencent par dire juste ça. Puis, les terriens envoient un message pour dire comment vous avez fait. Puis, après 2-3 jours, ils reçoivent la réponse. Notre chef spirituel nous l'a imposé, plus ou moins. C'est à cause de la sagesse de notre chef spirituel. Puis le militaire qui revient, dit, les traducteurs disent, c'est plutôt Dieu que chef spirituel, n'est-ce pas? Fait que, puis finalement, c'est ça. Il dit, oui, je suis venu, un des messages suivants, c'est, je suis venu sur Terre il y a 2000 ans vous donner le message, mais vous ne l'avez pas écouté, tandis qu'ici sur Mars, ils m'ont écouté. Tout ça, c'est votre faute. Puis évidemment, pendant ce temps-là, les communistes sont violemment anti-religieux. Ça, ils l'étaient, il faut le dire, là. Puis c'est quelque chose que les Américains reprochaient énormément, les pays occidentaux en général, mais évidemment, c'est les États-Unis qui mènent le bal, là. Je vous apprends rien. C'est certainement au niveau idéologique. Et puis, fait que leur truc, c'était, oui, non, les communistes sont méchants parce qu'ils sont contre Dieu. Bon. Fait que, là-dedans, c'est un peu ça le message du film, hein. Puis, quand sur Terre, on commence à recevoir ces messages-là dans le film, ces messages, c'est ça, de Jésus martien, essentiellement, les églises se remplissent, puis ça mène à un renouveau religieux. Alors, on nous explique que ça mène à un renouveau de toutes les religions sur Terre, hein, pas juste le christianisme, parce que toutes les religions, dans le fond, ont le même message. Puis je pense qu'ils mentionnent même les bouddhistes là-dedans. Ouais, mettons. Ça, c'est le genre de commentaire qui paraît bien quand on le dit, mais mon opinion, en vérité, c'est qu'il ne faut pas gratter trop loin dans cet énoncé-là qui a l'air tellement noble. Peut-être que j'y reviendrai aujourd'hui, sinon un autre jour, il y a des chances. Mais ici, c'est ça le message. Ça fait que, donc, formellement, c'est pas... alors, bon, c'est pas Bouddha qui est allé sur Mars, on remarque, hein, c'est Jésus. Mais néanmoins, toutes les religions ont le même message, fait que c'est ça. Puis finalement, ce qui finit par arriver, c'est qu'il y a une révolution en Union soviétique, puis les religieux prennent le pouvoir, là, les popes, là, l'Église orthodoxe. Et puis, évidemment, leur premier geste, c'est de retirer toutes leurs armées dans les pays étrangers. Puis ils font un message de paix, puis tout ça, puis bon. Fait que... ouais. Est-ce que c'est réaliste? Bon, écoutez, je l'ai pas regardé, là, j'ai pas vérifié, mais la semaine passée, il y a un ami qui me disait qu'il avait vu un patriarche orthodoxe russe, une vidéo où est-ce qu'il parle, là, avec un soldat, puis il dit, c'est de valeur parce que dans la Bible, ça nous dit qu'il faut tuer tout le monde, qui passe pas comme nous autres, ça fait qu'il faut juste le faire. C'est de valeur, c'est la parole divine. Ça m'attriste beaucoup, mais on n'a pas le choix. C'est la manière que ça m'a été compté. Puis il faut se méfier quand on entend des choses comme ça, parce que faut vraiment aller voir qu'est-ce que la personne a dit. Puis on n'a pas on sait pas à quel point c'est un mouvement minoritaire, à quel point il parle tout seul dans son coin. Supposons que c'est vrai qu'il a dit ça, bon, c'est vrai là, qu'il faut se méfier avant de généraliser sur un truc aussi énorme. Puis comme je vous dis, j'ai pas vu moi la vidéo. Donc, mais ça donne encore une fois que c'est ça. La semaine passée, j'ai entendu ça. Puis j'avais quand même ça en tête, là. Alors, tu sais, je veux dire, le message de la religion, message de paix. Voilà.
Donc, puis je vais revenir à cette notion de révolution révolution religieuse, parce que c'est le point que j'ai trouvé le plus intéressant en quelque part au niveau de mes fameuses questions de trame narrative, là, quel point de, tu sais, comment est-ce que un discours idéologique est pas obligé d'être cohérent. Il l'est jamais, en fait. Bon, c'est un point intéressant, à mon avis, qu'on va voir dans un instant. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le film en tant que tel, il est excessivement... Bon, c'est hyper mélodramatique, les scènes sont interminables, les discours, ça finit plus. Un peu comme le mien, vous me direz. mais c'est ça, là, les scènes où est-ce que tout le monde fait des discours avec des phrases de 14 km, là, c'est ça, c'est long et interminable. C'est basé sur une pièce de théâtre, puis c'est une pièce de théâtre, ça paraît beaucoup. Bon, c'est ça. Quelques exemples il y a des répliques, puisque je suis là-dessus. Là. Le président américain, là-dedans, tout le monde autour de lui exige qu'il parte en guerre ou qu'il fasse des pressions là, contre le peuple, puis contre différentes affaires, parce que tout est en train de foutre le camp, puis lui, il veut rien savoir. Puis, il est question justement qu'il parte en guerre à un moment donné, au nom du bien, évidemment. Là, les conseillers, les militaires autour lui disent de partir en guerre parce que c'est eux qui ont raison. Hein? Ils font ça par amour de la vertu. Mais lui, il dit non, puis la réplique exacte, c'est « I cannot stand on the face of 168 years of American history. I cannot start a war. » Puis je me rappelle, quand j'étais petit, d'avoir entendu ça, que les Américains se disaient à eux-mêmes, ce qui était factuellement vrai, que les États-Unis n'avaient jamais démarré de guerre. Mais, encore une fois, tout est dans les nuances. Puis pour un peuple qui n'a jamais démarré de guerre, ils ont vraiment participé à beaucoup de guerres. C'est drôle comment c'est fait, hein? Mais clairement, ici, le président américain, lui, juste l'idée d'avoir une guerre d'agression, ça lui répugne profondément. Bon. C'est ça. Puis, à la fin, une autre réplique, juste pour vous dire le ton du film, là, quand l'inventeur fait l'inventeur maléfique, là, celui qui a manigancé un peu tout ça, il fait un long discours à la fin, et puis à l'inventeur gentil, puis il dit qu'il a envoyé les messages religieux, mais c'était juste pour foutre le bordel en URSS, parce que lui, il croit pas en Dieu. Puis en fait, il dit carrément « Satan is my God ». C'est un sataniste. Écoutez, un film anticommuniste où est-ce que le méchant est sataniste, il n'y en a pas tant que ça. Fait que ne serait-ce que pour ça, ça vaut le détour. Mais ça vous dit qu'on n'est pas dans le... Encore une fois, on n'est pas dans le subtil pour deux scènes. Fait que c'est ça, le film est... Encore, bon, est truffé de lieux communs, mais ça, c'est normal. Il y a les communes... en vérité, puis lieu commun, c'est pas toujours péjoratif. En vérité, comme j'ai déjà dit, c'est juste des thèmes. Des fois, oui, mais ça veut juste dire... Je vais l'employer ici juste pour dire des idées qui sont intéressantes, des idées qui reviennent dans la culture. Okay? Donc, c'est bon. Il y a les communistes hyper méchants, j'en ai déjà parlé. L'armée sont super fins. L'armée, c'est bon. La religion, c'est bon. Le président est faible. Hein? Parce que le président refuse de prendre les actions qui sont nécessaires, que tout le monde autour de lui sait qu'il doit faire, mais le président, le pouvoir politique suprême, refuse. Puis là, c'est un thème qu'on voit, qu'on entend très souvent dans les médias aussi, il y a des échos de ça, mais je pense à Dirty Harry là, avec Clint Eastwood. Là. Puis moi, j'aime beaucoup les films de Dirty Harry, là, mais tous les films de style Death Wish avec Charles Bronson, là, il y a vraiment un thème dans la culture qui est le pouvoir politique est faible, mais les problèmes sont tellement gros que la seule solution, c'est l'hyperviolence, quelque chose comme ça, ou la guerre, ou l'agression. Puis ça, c'est la bonne réaction. T'sais. Puis c'est ça, c'est par la faiblesse donc de l'autorité ou des institutions qui protègent trop les méchants, essentiellement. Bon, c'est ça, c'est à cause de cette faiblesse-là que les choses vont mal. Fait que c'est ça, c'est un thème qui revient, puis qu'on voit là-dedans, puis
Voilà. Les syndicats, un truc intéressant, c'est que les syndicats sont corrompus, mais les patrons aussi sont corrompus. Puis pour un film qu'on peut dire... un film où est-ce que tu te poses sérieusement la question, coudonc, c'est-tu fasciste, ça? Sérieusement, là, je me suis vraiment... Tu sais, demandé, OK, parce que qu'est-ce que c'est le fascisme? Bon, tu sais, quand c'est à ce niveau-là ouais, il faut que l'armée, main à la main avec la religion, prenne le contrôle total des institutions, ben, tu te poses des solides questions sur c'est quoi le message, là, OK? Mais, tu sais, souvent, dans un film qu'on pourrait qualifier c'est ça, on va dire dans cette talle-là, là, si tu veux. D'habitude, le patronat, ils sont bons. Hein. Le principe, c'est que c'est rare, il me semble-t-il que c'est rare qu'on voit que les patrons, la classe propriétaire, que les riches ou les boss sont méchants. OK. Puis quand ils sont, ils trouvent des manières de le nuancer. Mais ici, c'est ça. Le premier facteur d'effondrement social, c'est que sur Mars, ils disent qu'ils n'ont plus besoin de charbon. Fait qu'évidemment, les syndicats de l'industrie du charbon et de l'acier, puis tout ça, décident que ça ne marchera pas pantoute. Là. Ils sont contre ça. Puis ils disent ça en réunion avec les patrons qui, évidemment, partagent leur avis. C'est intéressant de voir la synergie entre le patron et le syndicat là-dedans. C'est un commentaire pour un autre jour. Mais le fait est que, c'est ça, là-dedans, il y a une sorte de critique... il y a une sorte de critique du patronat, même si... dans la scène en question, c'est le syndicat qui mène, là, c'est le syndicat qui dit au patronat qu'il faut absolument empêcher les messages martiens ou l'influence martienne. Là. Bon, fait que clairement, l'opprobre porte surtout sur le syndicat, mais néanmoins, il partage la responsabilité. Puis c'est un détail intéressant, puis c'est ça, c'est pour dire que même dans... Même dans un cas hyper idéologique, il y a des c'est pas monolithique, c'est pas un discours monolithique. Hein. Il y a des... C'est pas exactement des nuances, mais il y a il y a du jeu, essentiellement. Puis ça, c'est un sujet intéressant aussi, sur lequel on reviendra peut-être un autre jour. Tout ça pour dire que... c'est ça... bon, discours de conversion, ouais. Les savants... Ouais, excusez-moi, là, je lis mes notes, là. Bon. J'ai noté d'autres affaires, mais je vais en venir direct. Je vais les passer pour aujourd'hui, là. Je vais passer à mon point principal, qui est intéressant. Voilà. Narrativement, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, au début, quand il y a les émeutes pour les affaires de charbon et d'acier, là, OK, là, la foule est imbécile. Okay. Quand la foule se révolte pour cette raison-là, le film nous dit clairement, la foule est dangereuse, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut rien lui dire, puis ils ne sont pas responsables. Hein, la foule à l'âge mental de 4 ans, encore une fois, ça, c'est vraiment, vraiment un lieu commun. C'est un truc qu'on entend tout le temps, comme je dis dans ces films-là. C'est étonnant à quel point ça revient souvent. Mais ce qui est fascinant dans ce film-là, c'est que le film nous dit que la foule est dangereuse et imbécile, sauf quand la religion embarque. Puis à ce moment-là, c'est la même foule qui était dangereuse et maléfique pendant toute la première moitié du film est présentée comme étant littéralement divinement inspirée. Là. À partir du moment où il commence à dire « Non, renversons le gouvernement pour mettre en place des religieux à la tête de l'État », là, ils deviennent bons. Puis bon, des héros, tu sais. Puis c'est ça, c'est sidérant, là, quand on y pense, là.
Parce que ils font même pas l'exercice de nous dire qu'il y a une différence entre les deux. Ils font juste le faire. Au début, ils se révoltent, c'est ça. Puis il faut vraiment prendre 2 secondes pour se dire, coudonc, ils ont exactement le même comportement dans les deux cas. C'est juste que le film nous dit qu'il y en a un qui est bon, puis il y en a un qui est mauvais. Bon. Fait que c'est ça. Je ne peux que conclure pour l'instant basé sur cette observation-là, que c'est vraiment c'est une pièce au dossier assez significative que tout ce discours-là de la foule est imbécile, c'est vraiment beaucoup de la manipulation, là. Puis je dis pas que c'est conscient, mais souvent moi, c'est souvent que ce qui est inconscient, c'est pas tant que c'est enfoui très loin sur la surface, que c'est juste là, mais on choisit de pas le voir. Fait que dans un cas comme ça, j'ai l'impression que ils savent un peu ce qu'ils font. Okay? C'est pas parce que l'État les a dit, vous allez dire ces messages-là, c'est pas ça du tout l'idée, là. C'est la personne qui a écrit ça, elle croyait ça, elle croyait elle participe à ce courant de pensée-là, pro-religieux, c'est plutôt on va dire de droite, là. Mais le fait que c'est ça, le fait que son discours sur les foules et de la manipulation, je sais pas, il faudrait y réfléchir davantage, mais ça se peut pas que le gars qui a écrit ça, il a pas remarqué ça. Est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas du tout remarqué là, la contradiction en quelque part entre les deux comportements? Fait que, encore une fois, là, j'ai pas la réponse définitive, mais c'est épatant. À quel point. Voilà. Donc, est-ce que j'ai noté d'autres choses? Ouais. Les savants nazis à Nuremberg. Alors, l'invention a été créée grâce à l'inventeur qui a créé la technologie à la base. Il a pris la technologie à partir d'un savant nazi. Mais c'est bien précisé, des savants nazis qui ont été interrogés à Nuremberg. Bon. Encore une fois, dans la vraie vie, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que, entre autres, par exemple, le programme spatial américain, la NASA, puis tout ça. Et moi, j'aime bien mon programme spatial marcher sur la Lune, très cool. Là. Mais, ce qui a rendu ça possible en énorme partie, c'est le travail des savants nazis. Là. C'est très, très connu, là, ça. C'est Operation Paperclip, là. Bon, voilà, c'est hyper connu. C'est pas un secret d'État, même, du tout. Puis, non seulement ils ont utilisé les savants, mais ils ont utilisé aussi des informations qui avaient été prises des expériences nazies dans les camps de concentration. Ça commence à être glauque quand on regarde ça. Mais bon, là-dessus, ils se sont dit, écoutez, on a les données, on doit se mettre s'en servir. Là, ça fait qu'ils l'ont fait. Puis ça, bon, tu peux dire, on a les... OK, c'est quand ils ont fait les scaphandres. Là, je ne sais pas mes détails, mais c'est vraiment... Ouais. Mais en ce qui concerne les savants nazis, ben c'est ça, ils ont comme Werner von Braun, le plus célèbre d'entre eux, le gouvernement américain les a fait passer en douce du bord américain en partie pour pas que les Russes mettent la main dessus. Là. Mais c'est ça, il y a une bonne partie, certainement du programme spatial, qui repose sur la technologie, sur des gens qui étaient des criminels de guerre. Okay? Des criminels de guerre nazis. Okay? Ben là, le film nous dit... ce que le film nous dit, quand il fait référence à ça, c'est que les États-Unis n'ont pas fait ça. Okay? Puis, l'idée mentale qui met dans ta tête, c'est que non, on a pris l'information des savants nazis, mais ils ont été jugés comme des criminels de guerre avant.
Puis, pour l'essentiel, je dis pas qu'il n'y en a pas eu, là, mais pour l'essentiel, c'est pas ça qui est arrivé. T'sais. Fait que c'est une autre forme de malhonnêteté intellectuelle ici, dans ce cas-là du film. Puis, voilà. C'est bon de regarder ça parce que c'est utile pour voir après ça. C'est intéressant de voir comment ça se met, quel est le spectacle de la malhonnêteté intellectuelle dans un discours comme ça. Puis encore une fois, j'espère vraiment. Pour moi, là, je vais le dire là, OK. On entend beaucoup parler d'objectivité puis d'affaires comme ça. Moi, je crois pas à ça, l'objectivité. OK. Non seulement j'y crois pas, mais je pense que c'est un discours idéologique. Moi, ça me dérange pas que le gars en fasse... Moi, je suis plutôt de tendance... plutôt de gauche, en général, là, en tout cas. Moi, ça me dérange pas que le gars soit hyper à droite, monarchiste, ou même staliniste, ou n'importe quoi. Là, tu peux, là, tu sais, ce que ma condition pour avoir un dialogue avec quelqu'un, c'est qu'il soit de bonne foi. Puis, en quelque part, c'est tout ce que je demande. Puis c'est pour ça que le fameux Jordan Peterson, dont j'ai parlé à quelques reprises, je pense que c'est ça sa qualité, parce que je pense qu'honnêtement, il a une couple d'affaires intéressantes, mais il est souvent plus dans les patates que d'autres choses. D'après moi, mon opinion à moi, je pense qu'il est plus souvent dans les patates. OK? Mais je l'ai vu en entrevue, puis clairement, il essaie d'avoir un dialogue de bonne foi avec la personne avec qui il parle. Y compris beaucoup de monde qui l'attaque directement. Puis honnêtement, ça, c'est absolument admirable, tu vois. Fait que, tu sais, puis voilà, ça me semble aussi, tu sais, ça pendant l'occupation allemande en France, t'avais des résistants qui étaient communistes, t'en avais qui étaient monarchistes, t'en avais de gauche, t'en avais de droite, puis ils travaillaient ensemble. Fait que, voilà. Ben ici, je pense que l'auteur est... c'est pas exactement qu'il est mal intentionné, mais il est pas intellectuellement honnête. OK. Puis, ça peut être intéressant de voir, OK, bon, mais à quoi est-ce qu'on peut reconnaître? Quels sont des signes possibles de malhonnêteté intellectuelle chez les autres, puis aussi de se surveiller soi-même pour être certain qu'on tombe pas dans ce vice-là. Voilà. Donc, OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter là-dessus? C'est assez, je pense, pour ce film-là. J'ai oublié de noter une recommandation, mais je pense que j'en avais une en tête. Donc, j'ai pensé à Star Crystal, qui est un autre film absolument délirant, où est-ce que, qui est une copie de Alien de série Z des années 80. Mais le punch, c'est que le méchant extraterrestre se connecte à l'ordinateur central du vaisseau spatial et lit la Bible et se convertit au christianisme et renonce à la violence. Star Crystal. Ça devrait être plus connu juste pour ça. Mais c'est un autre film qui, en vérité, est à peu près inécoutable. C'est vraiment pas bon, là. C'est pas un film compétent, Star Crystal. Donc, puis... si on veut un film de science-fiction, c'est pas lui que j'avais pensé, mais lui que j'avais pensé, j'ai oublié de le noter, puis je m'en rappelle pas. Fait que s'il me revient tantôt, je le dirai, mais si on veut un bon exemple de film de science-fiction à saveur, mettons, religieuse ou spirituelle, certainement spirituelle, ben, je vais plugger les films de Tarkovsky, Solaris puis Stalker. Puis, parce que c'est ça que c'est, essentiellement. Le Solaris... c'est Tarkovsky a fait 7 films. Puis il est mort d'un cancer à cause du tournage de Stalker qui a eu lieu dans un truc nucléaire désaffecté, là, mais il était désaffecté, mais il était encore radioactif, puis ça l'a tué. Fait que... mais c'est ça, il a tourné dans ces 7 films, il a tourné 2 films de science-fiction, puis on est chanceux là-dessus. Solaris, qui est un peu une question sur... qui n'est pas strictement...
T'sais, Solaris, c'est une planète extraterrestre qui rentre en contact avec les humains, mais il y a une base qui orbite autour d'une planète extraterrestre, puis la planète est intelligente, puis elle a l'air de vouloir communiquer avec les humains, mais les humains comprennent jamais vraiment qu'est-ce qu'elle veut. Fait que on peut voir une sorte de méditation sur la volonté divine, essentiellement. Si on est porté à voir les choses de cette manière-là. Quelle est la volonté divine? Si Dieu est extérieur à moi, puis qu'il y a une volonté pour moi, selon cette idée-là, ben comment est-ce que je fais pour savoir interpréter les signes ou tous ces genres de questions-là? Mais l'affaire, c'est que Tarkovsky, c'est un grand d'artiste, là, puis c'est une question qui l'habitait pour vrai. Ça fait que quand tu regardes le film, c'est habité c'est une vraie méditation sur la question. Puis Stalker, c'est encore meilleur que Solaris parce que il se passe moins de trucs, puis c'est moins explicite. Ben, en tout cas, peu importe. La question fondamentale de Stalker, c'est un peu... Il y a cette question-là de volonté divine, si on veut peut-être, mais le gros truc, c'est comment est-ce qu'on fait... Comment être une bonne personne dans un monde aussi corrompu, essentiellement. Mais c'est pas ça la question, c'est plus... le personnage principal dans Stalker, tout le long du film, il a l'air complètement impassible. Puis il y a une zone extraterrestre qui est très dangereuse, puis lui, il guide les gens là-dedans. Puis... Mais quand il revient, il y a une séquence à la fin, tu te dis, bon, le film est fini, mais lui, il revient à sa femme et sa fille mutante, puis il fait un monologue, il se met à brailler, puis il dit « Le monde n'a pas d'allure. » Tu sais, puis... cette exaspération-là, cette douleur, cette détresse profonde par rapport d'un certain point de vue, pourquoi le monde sont comme ils sont? T'sais, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas des meilleures affaires? Pourquoi est-ce qu'ils osent pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont... Ça. Mais il faut le voir, là, c'est ça. Mais si ça vous arrive de regarder l'humanité avec le cœur brisé, c'est un film pour vous. Pour autant que vous aimez les films de science-fiction soviétiques qui durent 2h30, là, puis qui se passe pas grand-chose, mais je l'ai déjà dit dans un autre film, dans une autre vidéo, c'est mon film préféré de ce temps-là, Stalker, depuis une couple d'années. Fait que c'est bien pour dire que tu peux avoir un film de science-fiction avec un message spirituel, / religieux, puis que ça soit bon. C'est tout à fait possible de le faire. Même si tu ne souscris pas encore une fois, c'est ça, aux croyances religieuses de l'auteur. OK. C'est pas obligé. Donc, parce qu'il y a quand même quelque chose dans la manière dont les questions sont posées qui sont universelles. Donc, fait que ça va être ça ma recommandation. Donc, c'est ça, c'est tout pour cette semaine, pour le film d'aujourd'hui. Donc, Red Planet Mars, pourquoi c'est bon? Parce que les acteurs et la direction photo sont belles.